Le colloque se poursuit avec une question qui n'aura jamais été autant d'actualité dans cette période de rigueur budgétaire prévisible. Comment financer la transition énergétique ? Une séquence animée par le journaliste Mathieu Perchberti qui nous rejoint, grand porteur à BFM Business. Merci d'être avec nous. Mathieu, vous allez nous rappeler les soutiens financiers nécessaires pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Et je rappelle, vous pouvez bien sûr poser vos questions. Bonjour Mathieu, Olivier. bonjour, c'est à vous. Bonjour à tous, merci. Nous allons assister à une table ronde très importante puisqu'elle touche à la clé finalement de la transition énergétique. C'est son financement évidemment, ce qui va déterminer la vitesse à laquelle la transition va se faire dans les années à venir et même accélérer. Pour débattre autour de moi, j'accueille Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, et Alain Grandjean, économiste et fondateur du cabinet de conseil Carbone 4. Vous pouvez les applaudir ? Merci. Ça va, Xavier ? Alors pour rentrer un petit peu dans ce débat effectivement très important, on est dans un contexte, comme ça a été dit beaucoup dit ce matin, assez particulier, une rentrée politique très liée au sujet budgétaire. Est-ce que Emmanuelle Wargon, vous pouvez nous faire un petit état des lieux d'abord de ce qu'est aujourd'hui le financement de la transition énergétique, où on en est, et évidemment ce qu'il en a été pendant la crise. On se souvient que les prix de l'énergie ayant flambé, les énergies renouvelables avaient été est devenu en tout cas rentable et pouvait se passer de soutien public. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment vous voyez les choses pour les quelques années à venir ? Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et ces beaux débats. Sur le financement de la transition, peut-être ce que je voudrais dire au début, même si la table ronde précédente nous a dit qu'il ne fallait pas rentrer par le sujet économique, je salue Jean-Marc Jancovici, mais c'est le thème de cette table ronde-là. Et je voudrais reboucler avec les débats précédents. Le financement de la transition énergétique ou écologique, c'est le financement du changement de l'offre. On y reviendra dans 30 secondes sur comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on soutient avec de l'argent public les énergies renouvelables. Mais c'est aussi le financement du changement de modèle. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Il faut absolument aider chacun d'entre nous à changer son comportement. Pour l'aider à changer son comportement, et c'est un vrai changement de mode de vie, il y a des questions économiques et financières. Tout le monde n'a pas les moyens d'assumer tout seul la transition. Et il y a la question de quel intérêt pour moi. On y reviendra peut-être plus tard. C'est-à-dire comment est-ce qu'on incite à des changements de comportement ? Pourquoi est-ce qu'on ferait des travaux chez soi de rénovation ? Pourquoi est-ce qu'on changerait sa voiture ? Etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on poserait des panneaux solaires sur son toit en autoconsommation ? Et donc quand on parle du financement, très vite, on arrive de la transition écologique à la transition énergétique, à l'intérieur de la transition énergétique à la transformation de l'offre, de la production. Mais si on ne s'intéresse pas au volet demande, on passe, à mon avis, complètement à côté du sujet. Et donc, quand on va regarder les financements, il faut regarder ce qu'on finance sur les énergies renouvelables, c'est le thème d'aujourd'hui, mais aussi comment est-ce qu'on accompagne la transition du point de vue des ménages, des entreprises, etc. Donc, c'est ma prime rénov dans le bâtiment, ou autre chose, c'est les aides aux voitures électriques, etc., etc. Maintenant, pour répondre à votre question, en gros, le soutien public aux énergies renouvelables, donc ce qui est sur le budget de l'État, c'est un budget qui a augmenté dans les dernières années sur longue période. C'était 1 à 2 milliards d'euros au début des années 2010. On est arrivé à 5 à 6 milliards d'euros avant la crise de dépenses annuelles de soutien aux énergies renouvelables. Pendant la crise, ça s'est inversé, puisque comme c'est un soutien qui permet de garantir un prix, quand les prix de l'énergie ont explosé, en fait, le soutien est devenu une contribution. On ne l'a pas beaucoup dit, mais il y a eu une contribution forte des énergies renouvelables pendant la crise, en particulier de l'éolien terrestre. Les dépenses nettes ont baissé pour atteindre à peu près 2 milliards, elles partaient de 6 milliards, et l'éolien terrestre a contribué sur toute la période de la crise à presque 3 milliards, en positif, donc en rendant de l'argent au budget de l'État. Là, on est en fin de crise, et donc les hypothèses budgétaires, c'est un peu plus de 4 milliards cette année, et ça ne sera pas loin de 6 milliards l'année prochaine. On va revenir à là où on était avant, qui est l'effort qui est fait par le budget de l'État pour soutenir les énergies renouvelables. C'est vrai pour l'électricité, et c'est vrai aussi pour le biogaz. Après, ça a un autre impact indirect, on y viendra peut-être, c'est que plus on a de l'énergie et plus elle est abondante, en tout cas sur le marché de l'électricité tel qu'il est aujourd'hui,
plus ça modère les prix. Et donc, dans un système de ce type, surtout si on travaille sur les modes de consommation, soutenir les énergies renouvelables avec une protection nucléaire qui se redresse, ça mène à une modération des prix. Et cette modération des prix elle-même rend du pouvoir d'achat si on arrive à la rendre aux consommateurs. Donc il y a une forme de cercle vertueux là-dedans. Alain Grandjean, est-ce qu'il faut penser aujourd'hui, et comment vous pouvez imaginer ce soutien, ce financement aux énergies renouvelables, au-delà du soutien public et purement public? Alors, bonjour à tout le monde. Je crois qu'il faut rappeler quelque chose de simple, c'est que les énergies bas carbone, nucléaires et renouvelables, ont un avantage considérable, qui est de ne pas émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, du point de vue du raisonnement économique d'ensemble, ce qui est souhaitable, c'est que les énergies qui sont émettrices de gaz à effet de serre, qui donc contribuent à un désastre, et en Europe centrale, regardez, c'est vraiment un désastre. C'est pas juste une anecdote qui va se passer en 2050. Il faut que ces émissions-là soient sanctionnées très fortement sur le plan économique. Donc on appelle ça la taxe carbone ou le prix du carbone. Alors on ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc on ne peut pas dire, comme il n'y a pas assez de prix du carbone, j'ai fait partie des commissions Alain Quinet, la première, la deuxième et celle qui fixe la valeur du prix du carbone, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout au niveau qu'il faudrait atteindre en termes d'euros à la tonne de CO2 pour se passer des énergies fossiles progressivement par le signal économique. Donc, si on n'a pas ce niveau-là de taxe carbone, les autres outils alternatifs sont les subventions ou les aides publiques aux énergies décarbonées, les aides au financement, on en parlera tout à l'heure, et puis tout ce qui est de l'ordre réglementaire. Alors, on ne peut pas se plaindre d'une chose parce qu'on n'a pas l'autre. Hein. Ça, c'est quand même très important de bien sentir ça. Ceci a un rapport avec ce qui a été dit précédemment par François Gémen et Jean-Marc, qui est l'intérêt à agir. Quand j'émets du gaz à effet de serre, ça ne me coûte rien. Donc quel est l'intérêt que j'aurais à réduire mes émissions de gaz à effet de serre? Nada, zéro. Donc si on veut, si la puissance publique ou la collectivité dans son ensemble qui incarne notre intérêt général veut que moi, Alain, j'émette moins de gaz à effet de serre, il faut m'inciter, sinon je ne ferai pas. Il n'y a pas de raison. C'est pas juste ma vertu qui va sauver le monde. Donc c'était mon premier point d'entrée pour que ce soit clair. Mais j'ai perdu votre question. Mais non, je voulais faire réagir Emmanuel Vergon sur ce qu'Alain Grandjean vient de dire. Est-ce qu'on est prêt, est-ce que la France, est-ce que l'Europe est prête à instaurer une régulation différente finalement pour aider le financement de la transition énergétique? Jules Nyssen disait en avant-propos tout à l'heure, parlait de grands emprunts européens. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de s'entendre en Europe pour ce genre de modèle? Mais peut-être juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'intérêt à agir, parce que je pense que c'est un point assez central de nos débats. Moi, j'ai vécu d'assez près la crise des Gilets jaunes, donc j'ai une expérience assez tangible de cette période-là. Et ce qui a été vécu comme une injustice fondamentale, c'était de sanctionner, en l'occurrence de taxer, sans apporter de nouvelles solutions, et sans se poser la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de la capacité à répondre à la question qui était posée. Et donc, en politique publique, sur ces questions énergétiques et de transition écologique, la grande difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les contraintes réglementaires, législatives, les interdictions progressives, l'équilibre du signal économique, c'est-à-dire si on veut que le signal économique fonctionne, il faut effectivement que les énergies carbonées coûtent plus cher et les énergies décarbonées moins cher, et la capacité à accompagner. Dans la capacité à accompagner, il y a toute la partie solution technologique, parce que une voiture électrique, ça ne rend pas les mêmes services qu'une voiture à essence pour l'instant. Alors c'est en train de s'améliorer progressivement. Et puis, la capacité à soutenir financièrement. Et en fait, c'est toute l'équation. Et je pense qu'il faut regarder la totalité de l'équation et pas seulement le soutien juste à la production d'énergie renouvelable. Évidemment qu'on est dans une transformation majeure et que notre objectif doit être de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. François Gémen le disait, on l'a fait. On n'a jamais autant baissé que dans les dernières années. C'est encore assez difficile à interpréter, de savoir est-ce que c'est durable, est-ce que ça l'est pas, sur quelle trajectoire on est, mais on a quand même vraiment commencé. Donc ça montre que c'est possible, mais c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver. Et
Moi, je voudrais vous donner un exemple sur un dispositif que je connais bien parce que j'ai participé à sa création, à sa promotion, qui est ma prime rénov', donc la rénovation chez les particuliers. On avait fait des enquêtes pour savoir pourquoi les gens feraient des travaux, donc pourquoi est-ce qu'ils s'engageraient dans un process de rénovation ou pas, et quels étaient les arguments qui marchaient. Et en fait, c'est pas l'argument économique qui marche. Je vais faire des économies si je fais des travaux, à un moment, ça me coûtera moins cher. C'est pas tellement l'argument climatique. C'est des deux cerises sur le gâteau. Ce qui marche, c'est je vais être mieux chez moi. Je vais améliorer mon confort. Je vais faire des travaux parce que ce sera plus performant. J'aurai isolé, mon chauffage sera de meilleure qualité, et je pourrai chauffer à une température plus élevée qu'aujourd'hui, où quand je chauffe, en fait, il y a énormément de déperdition. Et le reste, c'est un élément de l'équation, mais c'est pas forcément le déclencheur. Donc ça revient à la question, pourquoi est-ce que les gens changeraient de comportement ? Ils changent de comportement s'il y a un mélange entre leur intérêt personnel, leur capacité financière à faire, économique à faire, donc l'équilibre économique, et l'enjeu planétaire qui nous oblige tous et qui nous dépasse tous. Du coup, pour revenir à votre question européenne, on a besoin de continuer à financer le changement du mix énergétique et la production. On a probablement aussi besoin de continuer à aider la transformation du point de vue du consommateur final. Là, j'ai beaucoup parlé des particuliers, mais on peut aussi parler des entreprises, la décarbonation des entreprises. Et on a probablement besoin de gagner la bataille technologique qui nous permet d'avoir les meilleurs standards et donc les meilleures solutions de transition sur la technologie. Vous voulez réagir ? Oui, il ne faut pas prendre à l'envers ce que j'ai dit. J'ai dit la solution idéale économique, c'est la taxe carbone, on ne l'a pas. Parce que, évidemment, comme... J'ai pas dit qu'on était en désaccord. Non, mais je continue. Et donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, les solutions sont systémiques. On est face à un changement complet de modèle économique. Donc, comme on sait très bien que juste le signal prix ne marchera pas, même si en théorie, il faudrait le mettre à un niveau très élevé, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut jouer sur un certain nombre de leviers en même temps, comme dirait Monsieur le Président de la République. Et donc, sur les questions budgétaires, sur les questions de politique monétaire, dont je vais parler 2 minutes si on a le temps, je pense qu'il faut pas s'étonner du fait que si on n'est pas dans la capacité de mettre le niveau de prix carbone au niveau suffisant pour inciter tout le monde à faire, il faut forcément que ça coûte sur le plan budgétaire. Bon. Et donc, ce que j'ai trouvé, et voilà, c'est ainsi. On est face à une tragédie annoncée, on est face à des besoins considérables d'investissement. Jean Pisani-Ferry a fait des chiffres qui font assez consensus, mais il y a eu des études à n'en plus finir sur cette question-là. On ne parle pas que des énergies renouvelables, il y a des dizaines de milliards d'euros en plus à mettre sur la table. Mario Draghi, qui vient de sortir un rapport un peu plus global, c'est pas un écolo de base, hein, Mario Draghi. Lui, il chiffre le besoin complémentaire d'investissement à 800 milliards d'euros par an au niveau de l'Union européenne. C'est absolument considérable. C'est absolument évident que ça ne passera pas dans des règles budgétaires étroitement comptables, et même si elles ont fait l'objet de négociations à n'en plus finir avec nos confrères européens. Donc il va falloir qu'on ait un peu d'imagination, et il va falloir qu'on combine un certain nombre d'astuces et de leviers intelligents pour pas sacrifier les investissements majeurs qu'il y a à réaliser, y compris pour aider les ménages et les entreprises, sur l'autel d'une soi-disant rigueur budgétaire qui va nous mettre dans le mur. Donc c'est pour ça que je parlais au début de la taxe carbone, c'est pour dire qu'il y a une solution théorique, mais en pratique c'est un ensemble de leviers qui sont économiques, qui sont des leviers de communication, des leviers d'information, des leviers de formation. C'est tout ça qu'il faut mobiliser en même temps. Ça veut dire qu'il faut sortir progressivement de ce soutien public et budgétaire. Qu'est-ce qu'il y a sur la table comme solution aujourd'hui ? Est-ce que c'est passé directement par le marché ? Solution peut-être un peu brutale. Emmanuel Wargon, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Alors, pour les énergies renouvelables, aujourd'hui, on est toujours dans du soutien public parce qu'on a besoin de garantir la rentabilité des projets. Et pour garantir la rentabilité des projets, on a besoin de garantir un niveau de revenu. Alors après, le rôle de la Commission de régulation de l'énergie, c'est de le faire au plus juste. Et donc, on a des discussions pour savoir si les niveaux de soutien auxquels on arrive aujourd'hui ou les prix de sortie sont les bons ou pas les bons.
ça a beaucoup augmenté dans la période précédente, depuis avant crise. On a sorti un rapport il y a quelques jours sur le bilan des appels d'offres de la première période de la pluriannuelle de l'énergie actuelle. Bon, on constate que les prix auxquels étaient octroyés les appels d'offres, qui étaient autour de 45-50 € avant crise, sont maintenant plutôt à 70-80 €, et qu'il y a peut-être une petite marge post-crise, notamment sur le solaire, pour voir si ces soutiens peuvent être ajustés au plus juste. Ça, c'est plus du réglage qu'autre chose, mais comme on est sur une enveloppe qui est à 6 milliards par an, 6 milliards par an avec du réglage, ça fait quand même des montants qui peuvent être pas complètement négligeables. Après, on va arriver dans une phase de maturité, progressivement. On peut avoir des contrats privés, ce qu'on appelle des PPA, dans lesquels il n'y a pas besoin d'un soutien public, puisque c'est l'acheteur final qui s'engage à garantir un prix au producteur. On a des contrats qui vont arriver à échéance. Et à la fin de ces contrats, ces installations vont pouvoir éventuellement vivre sans soutien public. Donc on a effectivement, je pense pour une période encore relativement longue, parce qu'on a des volumes en perspective, un développement des ENR, encore un soutien public significatif, mais des pistes d'optimisation sur lesquelles il faut évidemment travailler. À l'horizon, vous voyez cette bascule, c'est 5 ans, 10 ans, et puis sur les PPA, vous disiez... effectivement, c'est des contrats de long terme. De quelle durée? Et est-ce que vous voyez émerger un peu ce modèle? Vous avez quelques exemples en tête déjà? Je vais juste compléter le point précédent. Moi, il me semble qu'il faut bien avoir en tête que les énergies décarbonées, c'est des énergies à très fort capex, très intense au capital. Et donc, dans le coût de revient final, je ne parle pas du prix, du coût de revient final, la part à la fois du coût du capex d'une part et du coût du financement est déterminante dans le prix. Ce qui fait qu'on a dans les énergies renouvelables un coût du capital relativement bas, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de progrès, on commence à maîtriser l'industrie, c'est plus simple que les centrales nucléaires. Mais deuxièmement, c'est parce qu'il y a un cadre qui est assez visible. Donc il est extrêmement dangereux de considérer que comme elles sont pas loin, elles ont augmenté un petit peu, mais elles commencent à être très compétitives, on pourrait se passer du cadre d'aide publique. C'est extrêmement dangereux parce que ça va avoir un effet immédiat de réaugmentation du coût du capital, ce qui va augmenter le prix et le coût. Et du coup, on a un cercle vicieux. Donc moi, je ne suis pas pressé du tout pour les énergies renouvelables qu'on enlève le tapis sous les pieds des acteurs, d'autant plus qu'il faut quand même bien avoir en tête que le prochain électron sorti d'une nouvelle centrale nucléaire, c'est pas avant 2030. On a Flamanville qui arrive. Après, effectivement... à part Flamanville, parce que Flamanville, ça fait 20 ans qu'on en parle. Non, les nouvelles. Oh, je pense, oui, ça a l'air. Et donc, on a une période, notamment vis-à-vis des engagements qui sont pris à horizon 2030, où il n'y a pas du tout de choix. C'est aussi simple que ça. Les deux options qu'on a sur la table, c'est moins consommer d'énergie, ce qui est quand même... l'option majeure, centrale, sur laquelle il faut réinsister lourdement, parce que consommer moins d'énergie, si elle est un peu plus chère, finalement, à la fin de l'année, ça va aller en termes de pouvoir d'achat. Et la deuxième option, c'est les énergies renouvelables, électriques ou non électriques. Et donc, c'est pas du tout maintenant, à mes yeux, qu'il faut enlever le tapis sous les pieds des acteurs. On va déstabiliser la filière, on va faire une politique de gribouille, c'est aussi simple que ça. Et 6 milliards d'euros, c'est quand même pas tout à fait la fin du monde. Alors là, c'est vrai que vous ne craignez pas qu'on soit justement exposé à tirer ce tapis en tout cas du soutien public et des aides budgétaires. Vous voyez bien dans quel contexte on est. Qu'est-ce que vous pourriez proposer, vous, comme idée pour baisser ce coût de financement pour les énergies renouvelables à long terme, pour que ça tienne? Je reprends la parole 2 secondes. Donc on a proposé, Jules Nyssen l'a évoqué tout à l'heure, je ne suis pas du tout le seul, je ne suis même pas à l'origine de cette mesure, elle a été proposée par des économistes, notamment des économistes néerlandais, parce qu'on n'est pas qu'en France sur ce sujet-là, c'est un sujet européen. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est François qui l'a dit, arrêtons de croire que la France est le centre du monde, il se passe beaucoup de choses. Et donc l'une des idées qui a été mise en avant, c'était que la Banque Centrale Européenne ait des taux d'intérêt des directeurs différenciés. Oui, je sais, vous levez les yeux au ciel. Donc, enfin, en plus bas pour le bas carbone ou le durable, on va dire ça, et un peu plus élevé pour le reste. On est à 3,5 aujourd'hui % de taux d'intérêt. On peut tout à fait concevoir qu'elle passe pour ces parties-là à 2 points de moins.
Ça me semble complètement... ça peut sembler bizarre. Il y a 2 expériences mondiales où ça se produit, qui ne sont pas vraiment anecdotiques. C'est la Chine, tout petit pays. Alors évidemment, ce n'est pas le même modèle de gouvernance, mais quand même, c'est quand même le leader mondial de notre sujet. Hein, donc on peut peut-être quand même regarder ce qu'ils font. Et puis le Japon. Et deuxième point de référence, la BCE a fait le LTRO qui a consisté à faire des taux différenciés, à rendre de l'argent aux banques qui étaient en développement. Donc un green LTRO, je ne vois pas très bien pourquoi ce serait impossible. Et d'ailleurs, il y a une banque qui s'appelle ABN AMRO, qui est aussi pas tout à fait un nain, qui a fait un rapport très développé sur les impacts positifs de cette mesure. Je m'arrête là parce que... Oui, peut-être pour rebondir sur la discussion. On a encore besoin de soutien public au développement des énergies renouvelables, qu'elles soient électriques ou en biogaz, hein, clairement. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, il faut donner une visibilité et une capacité de rentabilité aux porteurs de projets. À l'avenir, au fur et à mesure que le volume va se développer, une partie passera dans des partenariats privés, donc on n'aura pas besoin de soutien public surtout. Mais on en a besoin, et on en a besoin notamment dans cette période intermédiaire dont vous parliez, qui est entre maintenant et le prochain EPR de génération future. Il va se passer une dizaine, une quinzaine d'années, pendant laquelle, si la consommation continue à augmenter comme c'est prévu, on aura besoin d'électricité supplémentaire et de gaz décarboné. Après, il y a aussi un rôle de stabilisateur automatique qui budgétairement est intéressant, parce que ces énergies, vous le disiez, c'est des énergies à capex, et ensuite, le prix de revient, on le connaît, et on sait à combien sort le mégawattheure. Et donc, ça se compare aux énergies issues du fossile, qui, elles, sont avec une volatilité très importante. Donc, selon les périodes, le gaz est à 15 ou 20 euros du mégawattheure et l'électricité issue du gaz est à 45, où le gaz passe à 40, l'électricité passe à 90, où le gaz monte encore plus. Dans ces cas-là, on est aussi content, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons de compétitivité, de garder des énergies qui, elles, sont à un prix qu'on maîtrise et qu'on connaît. Donc c'est évidemment un investissement. En période de crise, cet investissement devient contributeur net. Alors on espère bien qu'on ne va pas revivre l'hypercrise qu'on a vécue, mais ça fait clairement partie du modèle de la transition. Je dis juste qu'en plus, ce modèle de la transition, il nécessite non seulement un soutien aux énergies renouvelables, mais un soutien à la transformation économique, qu'elle soit dans la décarbonation de l'industrie et des entreprises ou dans la transformation de comportement des ménages. Donc cet investissement, il est nécessaire. On ne fera pas la transition écologique dont on a besoin sans cet investissement. Donc une combinaison publique et partenariat privé, vous le disiez. Est-ce que vous avez en tête encore une fois, des exemples d'installations qui sont en train de sortir du modèle public ou qui partagent, on va dire... Oui, il y en a plein, et je pense qu'il y a plein de développeurs dans cette salle qui ont des exemples très concrets. Il y a un certain nombre de porteurs de projets solaires ou même d'ailleurs éoliens terrestres qui travaillent avec des grands consommateurs en partenariat public-privé, en PPA. Alors la Creux souhaite se doter d'une meilleure compétence et de visibilité là-dessus, donc on a lancé une enquête qui est en cours d'analyse, donc on sortira quelque chose dans les mois qui viennent sur le sujet. Mais oui, on a un certain nombre d'acheteurs qui eux-mêmes, pour des raisons économiques, se disent... Je préfère savoir à combien je vais acheter mon mégawattheure pendant les 15 années qui viennent, et donc je consacre, je sais pas, 15 ou 20% de mon approvisionnement à une contractualisation, auquel cas on n'a plus besoin de soutien public. On aura besoin des deux modèles pendant un certain temps. Vous voulez réagir ? Oui, ça me paraît assez clair. La France, en matière de PPA, est très en retard par rapport aux autres pays européens. Pour tout un tas de bonnes raisons, hein, c'est pas la question. C'est le bon modèle pour vous ? Pardon ? C'est le bon modèle pour vous ? C'est un des bons modèles, mais je redis, ne tirons pas trop tôt le tapis sous la pied des acteurs, ce serait une catastrophe. À la fois pour l'industrie, on va parler peut-être 2 secondes encore de l'industrie, je rebondis là-dessus parce que je vois l'heure qui file. Là aussi, je reviens pour faire la pub du rapport Draghi. Je pense qu'on est enfin au bon niveau de réflexion. C'est-à-dire, il s'agit de créer des conditions de la convergence entre toute une série d'intérêts et de se dire on a pris un retard absolument considérable. On n'était pas obligé. Hein. Le solaire en France,
on était assez fort dans les années 70-80. Ensuite, les Allemands ont été extrêmement forts. On a juste considéré que c'était quand même vachement bien de filer les clés du camion aux Chinois. On n'était pas obligé du tout. Et donc, on avait tout un tas de compétences, on avait toutes les capacités pour le faire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un sursaut qui est en train de venir à la tête des dirigeants européens. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'installer et donc faire bouger vraiment nos lignes et nos modes de raisonnement pour se dire il va y avoir une transition industrielle qui va nous permettre à la fois de recréer de l'emploi, de redonner du pouvoir d'achat, des perspectives de l'envie et contribuer à la résolution d'un problème mondial, sachant qu'on est de loin pas les seuls, et je redis, je vais faire la pub de la Chine une fois de plus, ils vont vraiment très vite sur ce sujet-là. Très vite. Et par ailleurs, en Europe, la Grande-Bretagne est allée extrêmement vite pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de son mix électrique. Donc c'est pas du tout impossible. Ce modèle de financement qu'on voit se dessiner, dont vous parliez, est suffisant pour maintenir cette transition énergétique vers des objectifs qui sont assez élevés, horizon 2040, 2050 en France. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'aller assez vite? Alors, sur le modèle de financement, pour rebondir sur ce que disait mon voisin, on a aussi le sujet industriel. Donc ça rentre dans l'équation économique. C'est-à-dire, si on veut soutenir une industrie française ou européenne, il faut aussi qu'on l'accepte dans les prix. Puisque, au moins sur la partie solaire, au fur et à mesure que cette réindustrialisation va avoir lieu, on sera probablement à des prix des panneaux solaires qui seront peut-être plus chers que les panneaux chinois. Et sur l'éolien, la concurrence est en train d'arriver aujourd'hui. Donc si on veut préserver une industrie, ce qui crée par ailleurs de la valeur, de l'emploi, de la richesse en Europe, sur des filières stratégiques, il faut qu'on l'assume aussi dans les critères hors prix et que dans les appels d'offres qu'on opère, clairement, les critères hors prix prennent de la place par rapport aux critères prix. Donc c'est aussi un enjeu économique. Est-ce qu'on a les moyens? Après, ce sont des choix extrêmement souverains des différents gouvernements, donc du gouvernement qui arrive et du Parlement, de savoir comment est-ce qu'on affecte les moyens. Mais cette transformation, elle est fondamentale. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de la mener. Donc, vous allez prendre en compte dans les appels d'offres, en tout cas, des critères qui concernent des produits plus made in Europe, quoi, si je schématise un peu. C'est tout l'enjeu d'un règlement européen qui s'appelle NZIA, Net Zero Industry Act, dont l'objectif est de dire il faut quand même qu'on protège nos approvisionnements stratégiques et nos filières stratégiques. Donc, on prend en compte aussi la part européenne des composants et des composants stratégiques. Ça n'a pas forcément de raison de peser à moyen long terme sur les prix, mais au moment de la transition, ça peut avoir un impact. Ça coûte beaucoup plus cher? Pas forcément beaucoup plus cher, mais en tout cas, soit on choisit que sur des critères prix, et donc on prend, mais c'est la question de tous les marchés publics, on prend forcément le moins cher d'où qu'il vienne, soit on pondère un critère prix avec un critère de robustesse technologique et de compétitivité européenne, et dans ce cas-là, forcément, ça change peut-être un peu la pondération. Un grand genre, rapidement, on a quelques juste questions. Juste un mot sur la question des batteries, qui est vraiment très liée aux énergies intermittentes renouvelables. Ce qui se discute au niveau européen, sur le règlement batterie, c'est précisément d'avoir un critère carbone pour nous protéger de ce qui se passe, des importations chinoises. Et ce critère carbone, il faut qu'il soit astucieux. Parce que c'est pas très compliqué pour un industriel chinois de faire un PPA avec des énergies renouvelables et de nous expliquer que ces batteries sont bas carbone. Donc il faut être un petit peu malin, mais ça fait partie de tous les enjeux actuels des grandes négociations entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Je crois qu'il faut qu'on modifie notre manière de penser sur ces sujets-là. Olivier? Oui, merci. Merci Mathieu. Quelques questions de salle? Et non, pas de questions, parce que je crois que vous avez été trop complet. C'est toujours un peu le problème quand on est très bon. C'était une table ronde technique, mais extrêmement importante. En tout cas, merci beaucoup. Emmanuel Vargon, président de la Commission de régulation de l'énergie, Alain Grandjean. Merci à tous les deux. Mathieu, on se retrouve dans une petite demi-heure pour une nouvelle table ronde que vous allez animer.